Iran. Ça fait 36 ans que je vis dans mon deuxième pays, la Belgique. Je le considère vraiment comme mon deuxième pays parce que j'ai grandi ici. Il y a eu le changement, moi je ne dis pas la révolution, moi je dis le changement du régime en 79, quand j'avais juste 15 ans. Et je me rappelle, la première manifestation anti-hijab a eu lieu 2 mois, juste 2 mois après le changement du régime. Pourquoi? Moi je me rappelle, j'ai fait ma première manifestation anti-hijab quand j'avais juste 18 ans, parce que je faisais partie d'un mouvement gauche estudiantin, et on était contre de hijab obligatoire, parce que tout ce qui est obligatoire, bon, ça fait problème, ça fait réfléchir, et moi, j'étais une jeune fille très très libre, qui est née au bord de la mer. Quand je nageais, j'avais un maillot de bain. Quand j'allais aux différentes fêtes de mariage, j'avais des robes décolletées. Voilà. Et au point de vue de mes parents, il n'y avait aucun problème. Ça, c'était sous le régime de Shah. Je ne dis pas que c'était un régime idéal, loin de là. C'est pourquoi il y a eu cette demande de changement du régime. Sauf que, bon voilà, quand il y a eu ce changement, des milliers de personnes qui avaient demandé justement plus de démocratie, plus de liberté, ben voilà. Pourquoi? Parce que ce qui se passe en Iran, justement, est très regardé ici. Et il me semble que, et là on peut aussi observer que depuis quelque temps, il y a une offensive aussi islamiste ici en Europe, parce qu'ils ont peur évidemment de comment ça va se passer en Iran, parce que si le régime tombe, quelque part ça va aussi avoir une influence. Le fait que les femmes en Iran se battent pour leur liberté, ils ont peur ici, que ici aussi finalement on s'émancipe et qu'on se batte pour cette liberté. Ici, de toute façon, il y a un enjeu important derrière, c'est clair. Et je peux comprendre que ce que Parveen dit, que en tant qu'individu, au plan individuel, une femme dans un monde idéal, je veux dire, elle peut dire, moi je suis musulmane, je lis le Coran veut que je porte le hijab, et en tant que femme, moi je veux, entre moi et mon Dieu. Mais là, on vit dans un monde où, ici, de ce que tu parles, c'est un monde très très compliqué. Et c'est clair qu'ici, à cette époque-ci, ce qui se passe en Belgique ou en France ou en Europe, c'est tout à fait politique et c'est un enjeu important. Mais je ne sais pas comment il faut. Il est venu avec des promesses que les droits des femmes et des minorités seraient respectés, mais très vite, dès qu'il est venu le premier jour, il est allé au cimetière Behesh Zahra, et là il a quand même montré son vrai visage, tout à fait au début. Moi, les gens qui disent qu'ils étaient dupes, un peu, moi c'est des choses que, moi j'étais un enfant, mais ça me dépasse un peu, personne n'était dupe. Quand on voit un clergé qui revendique prendre les rênes d'un pays, on ne peut pas s'attendre à quelque chose de bon. Il y a quelque temps, j'ai dit, quand je suis arrivée à 20 ans en Belgique, moi j'ai vu que par rapport au regard des Occidentaux, que mes raisons n'étaient pas, comme si c'était pas suffisant. Ah, c'est juste pour ça que vous ne vouliez pas mettre un hijab, c'est pour ça que vous êtes venu. Alors j'ai dû me remuer le ménage pour apparaître un Che Guevara très révolutionnaire. J'ai dû m'inventer d'autres raisons. Alors que moi, ça me faisait crever de mettre ça, que mon frère sortait sans problème et moi je devais tous les jours porter ça sur ma tête. Et je crois que eux le savent aussi. Ils ne sont pas du tout trompés. Ils savent ce qu'ils ont fait. C'est le talon d'Achille de ce régime et tous les régimes islamiques et tous les musulmans fondamentalistes. Et c'est suffisant. Et maintenant, c'est vrai qu'en plus de ça, il y a tellement d'autres problèmes que même des gens qui portent le tchador. Moi, j'adore une femme qui s'appelle Fatemeh Sefehri. Elle a donné, son mari est martyr de la guerre Iran-Irak. Elle est quelqu'un de religieuse, croyante. Elle porte le tchador. J'adore son tchador et je l'adore. Elle veut un pays libre, démocratique, séculaire. Elle veut que démocratie et laïque, je veux dire, et elle veut que la religion ne rentre pas dans la vie. Elle dit ça comme ça, avec ces mots d'une femme de peuple. Elle dit, moi je veux que la religion laisse tranquille les enfants et les gens et les femmes.
Mais elle n'a pas quitté, elle n'a pas enlevé son tchador, mais moi, c'est comme ça que je les aime. Par exemple, je veux dire, quelqu'un qui veut porter son tchador, au moins qu'elle dise ça elle-même. Voilà, c'est la seule nuance que je porterai à ça, qui pour moi, c'est une raison suffisante. Je crois qu'il n'y a pas plus grande injustice et ségrégation que c'est exactement comme dire aux Noirs de ne pas rentrer dans ce café pour les Blancs, ou de dire à un Juif ne pas rentrer, ou à un Irlandais, dire les Anglais quand ils disaient les chiens et les Irlandais et les Juifs ne doivent pas rentrer. Ici, c'est la même chose, c'est aussi fondamental de ça, de dire à un homme, il peut sortir de la porte de sa maison avec sa tête ouverte et ses bras ouverts, et une femme doit couvrir sa tête. Pour moi, il n'y a pas plus grande oppression, et le mot oppression n'est pas assez suffisant fort pour moi en français. Il n'y a pas zolm, cette âme, et injustice et saloperie plus grande que ça. Voilà. On ne peut pas dire aux femmes, juste parce qu'elles sont femmes, plus que la moitié de cette planète, que vous êtes obligés de vous habiller comme ça, parce que nous, ça nous a paru bien, parce qu'on avait un prophète il y a 1400 ans qui est venu, il a dit ça. Mais il n'a même peut-être pas dit ça. C'est les êtres humains qui inventent les religions, et maintenant, pour une religion, n'importe quelle religion, idéologie, ou pamphlet, ou manifeste avec un livre que les gens ont écrit, c'est trop ridicule en 2022, depuis 1979, obliger la moitié des femmes à sortir comme ça. Et il y a des jours où je me lève, depuis que ma soeur a été tuée par ces gens, il y a des matins où je me lève, je me dis comment est-ce que c'est possible que c'est arrivé, quoi. Que ces femmes sont sorties et ils ont dit oui, tous maintenant on est obligés de... Comment ils ont réussi à faire ça? Justement, voilà. Donc voilà, je ne pense pas qu'il y a plus fort que ça. C'est pire que toutes les autres injustices. En Europe, il y a il y a un certain nombre de chercheurs qui ont prétendu que si le régime des mollahs avait réussi à voiler les femmes, c'est qu'aussi elles avaient consenti à cela. Une partie peut-être qui ont consenti, parce que comme elle a dit, Fadila, il y a des familles, qu'est-ce que vous voulez, les enfants, une fille à Afghanistan qui a 3 ans, on la permet pas d'avoir une autre éducation, et les garçons ils lisent que le Coran, c'est tout ce qu'ils ont comme école. Qu'est-ce que cette fille elle doit penser quand on lui dit que la femme qui sort nue, parce que ça c'est nu pour eux, être nue, personne ne veut être nu, qui aime être nu? On dit à cette fille que tu iras à l'enfer, les femmes sans voile, on les accroche de leur... il y a les pires tortures qui dureront une éternité en plus. Ils doivent compter l'éternité, en plus voir combien ça dure une éternité. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que cette femme, elle dise... il y a une partie peut-être comme ça qui a peur vraiment, qui croit vraiment à l'enfer et qui a peur. Elle dit, bon, écoute, la moindre chose que je peux faire, c'est me garantir une postérité au paradis. Les images qui nous étaient projetées à l'époque, moi je me souviens, j'avais 15 ans, j'avais une quinzaine d'années aussi, et les images montraient des étudiantes. Oui, c'est une très petite minorité. Sous le tchador. Alors les images étaient peut-être choisies, mais c'est surtout ça que nous en Europe on voyait. C'était une masse d'étudiantes voilées, donc pas des personnes qui sont susceptibles d'avoir peur du noir, quoi. C'est des gens qui avaient quand même réfléchi, qui étaient à l'université. Oui, parce que Khomeini a fait pendant 1 an, je veux dire, la révolution a duré presque 1 an. Des cassettes venaient, il y a eu une propagande et ils ont réussi à recruter des militants et former des gens. Mais ça, c'est pas quelque chose d'inhérent, spontané qui est sorti des femmes iraniennes qui sont sorties dans la rue et dit oh, vous voyez ce que je veux dire, c'était des gens endoctrinés. Et on a dit l'autre jour qu'on était ici, Mariam, Mina et moi, on vous a dit nous-mêmes, on était un peu étonnés parce que moi, ça fait 36 ans que je suis sortie d'Iran. C'était la première fois que j'entendais que ça a eu une répercussion aussi importante en Europe, cette histoire-là. Je sais, il y a plein d'autres choses qui ont eu des répercussions ici, mais ça, j'avais jamais entendu, cette histoire des étudiants en masse qui ont revendiqué ça, je ne connaissais pas. J'avais une question aussi par rapport à ça, c'est quand la révolution est arrivée, que le voile a été imposé, etc., donc vous avez été obligé de le mettre à un moment donné. Oui. Ça a été un peu graduel, hein. Oui.
Mais à partir du moment où vous avez dû le porter, qu'est-ce que ça vous a, quelle est l'impression que ça vous a donné? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Oui, et après, quand vous l'avez retiré, comment est-ce que vous l'avez vécu? Quelles étaient les conséquences à ça? Une chose intéressante par rapport à ça, je vais dire, je ne vais pas m'éterniser non plus, c'est que, par exemple, parce que, encore une fois, quand j'ai dit à Nadia, elle a dit, je trouve ça intéressant de dire, moi je suis arrivée ici à 20 ans, j'ai vécu 8 ans sous le régime de Khomeini, et à cette époque-là, je ne l'ai pas partagé avec les autres, mais maintenant je sais que les autres aussi, pendant des années, on a fait des cauchemars récurrents, que tu sors de la rue, tu sors de chez toi et tu as oublié de mettre ton foulard, et alors tu cours dans toutes les rues de Téhéran pour te cacher, et des choses comme ça. Et c'est un peu les êtres humains dans les sociétés normandes, c'est comme l'équivalent, c'est le cauchemar de l'enfant qui est cauchemar qu'il est allé à l'école, il est nu ou t'as oublié, tu vois. Et nous, c'était ça. Donc, ils ont arrivé à intérioriser quand même à un point qu'en tant que femme, t'avais quand même honte. Il y a une partie intériorisée si tu as 12 ans, et même si tu es dans une famille arménienne, on n'est absolument ni pratiquant, ni musulman, ni même chrétien, enfin vraiment pas des gens. Je ne suis pas allée à une école où j'ai même pas appris bien notre religion, parce que c'était une école, notre directrice était de gauche. Donc on a eu, au cours de religion, c'était un peu, on jouait, on faisait des puzzles, des choses comme ça. Et même moi, je veux dire, quand vous êtes... le cerveau, jusqu'à 25 ans, c'est encore le cortex est en train de bouger. Donc, ils nous ont inculqué quand même. C'est-à-dire que même extérieurement et intellectuellement, tu crois que tu es complètement libre, mais il y a une partie de toi tu as honte de ton corps de femme. Et corps de femme, pas au sens de toutes les femmes du monde, de ta tête, de choses que les autres femmes n'ont pas honte. De tes bras, toutes ces choses-là. Moi, je voudrais juste vous raconter une anecdote que j'ai vécue personnellement. Je me rappelle, oui, c'était après mon secondaire, j'avais 18 ans, juste 18 ans, et on avait l'habitude, avec mes copines, aller au bord de la mer, parce que j'habitais à 500 mètres de la plage. Et tout à l'heure, j'ai parlé de maillot de bain et de nage, et là, on avait l'habitude d'aller se promener et faire un peu de sport, d'accord, à la plage, et depuis un certain temps. Et moi, je me rappelle, c'était plus ou moins à 6h, 7h du soir, avec mes copines, c'était presque noir. Et on faisait des mouvements, sportifs. Et à un moment donné, on a vu une flash, mais vraiment une flash, et c'était en fait une voiture de Pastaran. Un gars qui descend, qui dit ma soeur. Je dis, je ne suis pas ta soeur. Il me dit, oui, ma soeur, d'abord, pourquoi tu n'as pas de hijab? Et en plus, pourquoi vous dansez à la plage? Je dis, premièrement, on ne dansait pas. On faisait des mouvements sportifs et c'est pas interdit. Il dit, non, mais il ne faut pas danser à la plage parce que vous risquez d'être embêté par les garçons. Je dis, à part vous, moi je ne vois pas d'autres garçons. Alors il me regarde, il me dit, tu parles trop. Je dis, mais qui va m'embêter? Moi, je vis dans ce quartier depuis 18 ans, tout le monde me connaît, tous les garçons me respectent, mais à part vous, il n'y a pas d'autres personnes qui m'embêtent. Mais bon voilà, c'était tout au début. Le hijab n'était pas encore obligatoire. Et par rapport à mon vécu personnel, j'ai vécu un trauma personnel. Et je me rappelle que ce trauma s'est installé petit à petit, parce que pour une fille qui s'appuyait en décolleté, enfin mettre le hijab, c'est presque un cauchemar. Comme toi, après je voyais, arriver en Belgique, je voyais dans mes cauchemars que j'avais pas d'hijab. Ouais. J'arrive à l'aéroport de Téhéran et on m'arrête parce que si on n'avait pas d'hijab, on risquait d'aller en prison, quoi, être torturé, violé, enfin tout ce que vous voulez. Et je me rappelle que nous, en fait, par rapport à votre question, les jeunes femmes comme moi, comme elle, on n'a pas accepté facilement.
On a fait tout ce qui était possible pour ne pas accepter ça, parce que c'était, pour moi, c'était une torture au quotidien. Mais vous savez, il y a les parents, il y a la famille, il y a le mouvement gauche même, qui nous disait, mais il y a d'autres revendications, le hijab, c'est pas si important que ça. On ne comprend pas que vous revendiquez autant votre hijab. C'est quelque chose, c'est un détail. Mais un détail, mais non, c'est pas un détail, comme tu as dit. C'est pourquoi nous, on était, vous voyez, poussés par la famille, par la société qui disait, allez, ben voilà, prenez, enfin voilà, mettez votre hijab pour ne pas avoir les problèmes après, pour ne pas aller en prison, être violé, torturé, quoi. C'est ça la conséquence, parce que les cauchemars et mon trauma viennent de là. Moi, je vais dire que ma famille, non. Évidemment, ma mère, elle avait 40 et quelques années. Enfin, c'est une formule, je ne sais pas le traduire. En tout cas, elle travaillait. Ma mère, elle travaillait. Elle était secrétaire de direction. On les a imposé, et pour ne pas porter le hijab, on leur a proposé une solution de se faire prépensionner. Ma mère a été prépensionnée à 40 et des années parce qu'elle n'a pas pu le porter. Donc, moi, c'est pas, la pression ne viendrait évidemment pas de ma famille. Mais évidemment, c'est un pays où ça a été imposé. Personne, la grande majorité des femmes ne l'ont pas mis facilement. Ils n'ont pas accepté facilement. Maintenant, il y a des exceptions et des différents types de gens aussi. Moi, par exemple, je me souviens aussi, un jour, ma mère est venue de la file de pain, parce qu'au début, il y a eu le rationnement et tout ça. Il y avait des longues files. Les premières années de la Révolution, il y avait des coupons. Et c'était comme un pays de guerre. D'ailleurs, il y a eu la guerre tout de suite. Même voilà. La guerre Iran-Irak. Iran-Irak, donc tout était rationné, tout était avec des coupons, on dit, ou des choses comme ça. Alors ma mère, elle revient de la file du pain et dit, tu sais ce que j'ai entendu dans notre propre rue, une personne, par exemple, qu'on connaît, une des voisines, disait, oh, moi, d'un autre côté, je suis contente parce que mon mari, maintenant, il regarde pas les autres femmes. Par exemple, des choses comme ça. Maintenant, des choses anecdotiques comme ça. Je veux dire, l'être humain est complexe et il y aura toutes sortes d'interprétations, mais ça ne veut pas dire que les femmes revendiquaient ça, quoi. Les femmes étaient, je crois, il y a eu une révolution en Iran, c'est-à-dire, bon, évidemment, c'était pas bien de le faire par imposition, mais les femmes avaient été émancipées en Iran, donc elles ne voulaient pas revenir à la maison. Peut-être encore plus du côté des Arméniens. Bon, les Arméniens, ça n'a pas d'importance en Iran. Nous avons notre histoire, mais c'est une autre histoire. C'est avec la Turquie et la musulmans. Non, mais je veux dire, les Arméniens, c'est pas un nombre en Iran. On n'est pas assez nombreux pour présenter quelque chose. On n'a pas un poids politique, quoi. On a une minorité religieuse. Voilà, on a les droits et les devoirs de tous les autres minorités. On est un peu moins persécutés, justement, que les sunnis ou les juifs. Où on est les seuls. On a le meilleur sort, on va dire. On est comment dire, enfin voilà, je sais pas, les privilégiés un peu. Parce qu'on ne leur pose pas de problème. On n'a pas de revendications territoriale, et il nous sort là pour montrer aux Européens regardez des églises jolies qu'on a. C'est vrai, ils ont des églises, et ils ont rénové les églises, c'est juste. Ça, c'est vrai. L'Iran, par rapport aux Arméniens, il n'y a aucune époque où ils ont été pire ou mieux. Je veux dire, c'est différent. Donc, c'est pas un nombre, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je ne sais plus ce que vous disiez, mais je veux dire, il y a les Bahaïs, par exemple, ils ne sont même pas permis d'exister, quoi. Les Bahaïs, il y a des minorités religieuses qui n'ont pas le droit d'exister. Et même les Zoroastriens, qui sont les vraies religions de l'Iran, ils ont moins de droits que les Arméniens. Je revenais sur la question du hijab. Qu'est-ce qui explique que ces jeunes femmes qui sont nées en Iran, qui n'ont jamais connu autre chose, dont les mères se sont voilées, les réseaux sociaux, l'internet. Qu'est-ce qui explique qu'elles ont eu le courage, la force, justement, de dépasser ces cauchemars, C'est une génération qu'on doit étudier, quoi. On est étonné, quoi. Oui, c'est la bouche bée, je sais pas, c'est un miracle. Leur courage est incroyable. Ces femmes, je comprends pas, ces filles de 14, 15 ans, elles en ont marre, elles voient le monde, elles ont passé tous les tabous, elles n'ont pas de tabous, ils sont pas comme nous. On était quand même de notre époque.
notre génération, la génération celles qui ont 40 ou 30, même, celles-là qui n'ont 20, qui n'ont même pas 20, les jeunes en général, les filles et les garçons, je crois, d'après ce que moi j'ai vu, peut-être que je peux me tromper, on dirait qu'ils ont piétiné tous les tabous d'une société patriarcale, machiste, de Moyen-Orient. Ils ont des choses, ils ont des expressions qui sont comme les jeunes d'ici. Si pas, on les voit faire des doigts d'honneur, enfin des trucs quand même. Ah oui, ils font, voilà. Et leur je crois que c'est pour ça que les gens vont les étudier, les sociologues vont les étudier dans l'avenir lumineux de l'Iran, j'espère, libre de l'Iran, qu'ils ont des slogans avec des gros mots. Et ils n'ont pas peur les gens sont choqués, les générations plus âgées sont choquées, mais ils insultent les bassidjis, les pastorans, les moullas, ils disent des pires insultes. Vous avez une idée En fait, moi j'ai participé à un débat il y a 2 jours. Il y avait une jeune dame iranienne qui était arrivée ici récemment, qui étudiait à la Cambre, et son témoignage m'a vraiment bouleversée. Elle a dit en fait que tout était caché. Hein. Elle, comme les autres filles et garçons de sa génération, ils avaient une relation libre, consentant, et ils s'habillaient comme les jeunes filles d'ici. Ils faisaient la musique, faisaient des soirées avec l'alcool, voilà, tout ce que les clandestinement. Et puis tout. Moi j'ai des témoignages à part elles, parce qu'elles étaient 2, mais vraiment quand elles ont témoigné par rapport à leur quotidien, c'est exactement le quotidien de ma fille ici. Moi, j'ai vu aucune différence, sauf qu'il y a un risque que quelqu'un téléphone, dit voilà, il y a la musique, il y a les jeunes qui sont en train de danser, je ne sais pas quoi, et que voilà, alors la police de mœurs arrive, ils les arrêtent et ils risquent la prison, torture, enfin tout ce que de maltraitance. C'est ça la différence, parce que quand tu sors de ta cachette, de ta cave, des endroits cachés, des jardins, il organise ce genre d'activité. Quand tu reviens sur la terre et tu sors et tu ouvres la porte d'entrée de ta maison dans la rue, la réalité te vient en pleine figure. Et c'est ça, cette contradiction est tellement flagrante, est tellement inhumaine alors à ce moment-là, les jeunes filles disent on n'a pas grand-chose à perdre parce que c'est impossible de vivre. Je comprends tout à l'heure quand tu disais, rien que pour cette obligation de porter le voile, on peut faire une révolution. Oui, mais on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis par rapport aux Noirs. Bon, c'est vrai, il y a eu des revendications, mais on n'a pas changé les États américains. On n'a pas fait ça. Mais il y a progrès quand même. Bien sûr, c'est ça. Ce qu'on demande, pas sous ce régime, mais des progrès, quoi. Même s'il n'y aura pas un énorme changement, qu'ils puissent comprendre que les femmes ont pris le pouvoir. C'est pas bon, c'est vrai que cette génération aussi, comme moi, fait des cauchemars, qui est traumatisée, ça c'est sûr et certain, mais au moins elle a ce pouvoir-là de descendre à la rue et demander au monde entier ce qu'on n'avait pas. On n'avait pas le réseau social. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une société clandestine qui s'est organisée sur plusieurs années, sur peut-être 2 décennies? Oui. Justement, parce que ces 2 jeunes filles disaient qu'il y a beaucoup de groupes qui existent, mais en cachette. Oui. C'est comme ça qu'ils s'organisent, ils viennent dans les rues pour manifester. Parce que c'est pas malin de dire venez à telle place. Oui, bien entendu, le régime envoie ses milices avant. Mais alors, comment ils s'organisent? Il y a ces groupes clandestins, justement. Ils ont beaucoup d'organisations. Il ne faut pas
Il ne faut pas penser qu'il n'y a pas d'organisation en Iran. Ça veut dire 2005, c'est les réseaux sociaux. Donc en fait, on peut imaginer qu'il y a à peu près une quinzaine d'années d'organisations clandestines qui aujourd'hui éclosent peut-être, avec ces gamins qui sont nés là-dedans. Oui, exactement. Ils n'ont pas de respect pour le régime, parce que c'est tellement faux. Vous voyez, parce que quand en tant que parent, on dit quelque chose à nos enfants, ben, on doit être d'abord un leader. Il faut en croire. C'est comme ça qu'on a le respect et la loyauté de nos enfants. Un régime aussi doit avoir cette légitimité. Cette légitimité n'a jamais existé. Et cette génération ne fait plus confiance parce que, bon, une fois on a dit oui, on va voter gauche du régime, droite du régime, milieu du régime. Il n'y a rien qui a fonctionné. Ce régime est inchangeable. Alors, cette génération a compris ça. Heureusement. Alléluia. Voilà. Je pense que c'est ça. Parce que, bon, notre génération espérait encore, et puis après nous aussi espérait encore. Maintenant, il n'y a plus d'espoir. Ils disent, ben voilà, ils doivent partir. Tout ou rien. Tout. Et la chanson Baroye est très très important aussi à étudier parce que là, ce qu'on a dit par exemple, Parvin dit quand il dit ces jeunes qui, par exemple, ont tout, comme les jeunes d'ici ont l'alcool et ces choses. Entre autres. L'Iran, c'est un très grand pays, est un énorme pays avec plus de 80 millions d'habitants. C'est pas la réalité de tous les jeunes. Ça, c'est les jeunes favorisés, urbaines, avec tout ça. Mais quand on va, par exemple, personnellement, quand j'allais en Iran, les Iraniens sont connus pour être un peuple empathique, hospitalière, avec beaucoup de gentillesse. Et quand j'allais ces derniers temps, je pensais, par exemple, il y a 10 ans, je pensais que les jeunes avaient changé, ils étaient devenus très amorphes, apathiques et égocentriques ou très fermés sur eux. Et cette chanson et cette révolution qui vient de naître montre que non, parce que ces jeunes-là, dans cette chanson, ils mettent toutes les revendications. Ils mettent des revendications de la pauvreté, des enfants afghans, des enfants qui sont dans la rue, qui n'ont rien, les revendications écologiques, les problèmes par exemple, des lois contre les chiens. Donc, ils rassemblent cette chanson et fait des tweets des jeunes parce qu'ils ont dit pourquoi on devrait aller à la rue et manifester, pourquoi on devrait protester contre ce gouvernement ou ce régime ou cet État ou les autorités. Et ils ont chacun dit pour ça, pour ceci, pour cela, et de ça il a fait cette chanson. Et cette chanson ne parle pas seulement de quelques libertés, comme les jeunes d'ici, de danser, de chanter ou même de hijab. Il parle de toutes les minorités, de tous les problèmes, de tout ce qu'il y a comme problème. Par exemple, à Khouzestan, les gens crèvent de soif, ils n'ont pas d'eau. Le Baloutchistan, ils ont fait une génocide en Baloutchistan. Ils ont tué, personne n'en parle, ils ont tué 100 personnes là, les gens qui sortaient de prière, c'est des sunnis. Et ça, c'est les provinces des confins qui ont été beaucoup plus, ils ont été doublement opprimés. Plus que les gens de... Vous voyez ce que je veux dire? Et cette chanson montre que les jeunes n'étaient pas... J'avais pas raison, heureusement. Et ces jeunes sont les mêmes, ils sont solidaires, ils sont ouverts, ils sont alertes, ils sont réveillés. Et ça donne beaucoup d'espoir, c'est incroyable. De toute façon, quoi qu'il se passe, ça c'est une révolution, déjà. Le fait que ces jeunes pensent comme ça et disent ces mots-là. Et ce Zan Zendegi Azadi est venu de Kurdistan et c'est Jen Jian Azadi. Ça veut dire, un sociologue a fait une analyse tellement beau de ça. Peut-être c'est pas la vérité, mais moi j'ai envie d'adhérer à ça. Il a dit, c'est tellement intelligent, c'était spontanément, peut-être que c'est pas aussi spontané que ça, peut-être qu'en Kurdistan on le disait depuis longtemps, mais en tout cas il paraît que c'est sorti spontanément. Et ça dit, quand ça dit Zan, ça veut dire qu'il est contre la théocratie, parce que n'importe quelle théocratie est contre la faim. Quand il dit Zendegi, c'est qu'on veut la prospérité et on tourne notre dos comment il disait ça, il disait ça d'une manière très bien, de Moyen-Orient, de tiers-monde. Quand il dit femme, il dit non à la religion.
théocratie. Quand il dit vie, il dit non au tiers-mondisme, être une économie de tiers-monde. Et quand il dit azadi, il dit non, il dit pour la démocratie. Il tourne vers la démocratie et il dit, il veut sortir du Moyen-Orient parce qu'il n'y a que des dictatures dans le Moyen-Orient. Donc c'est incroyable, quoi. Donc pour moi, c'est déjà avec ça, on est sur le bon chemin, quoi. Est-ce que ça existe?